immense plaisir d'avoir Stacy Bonos, qui est la directrice de la recherche de Rutgers State University, qui est une spécialiste de la sélection variétale, qui travaille avec les plus grands sélectionneurs mondiaux. Elle va vous faire une présentation de ses recherches et puis des perspectives d'avenir concernant la sélection variétale au service de la transition écologique et d'apporter nos solutions. Stacy, it's your turn. Thanks. Bonjour Stacy, c'est à vous. Bonjour, merci infiniment pour cette invitation. Je suis ravie de pouvoir vous faire une présentation aujourd'hui pour vous présenter mon travail. Donc merci encore, hein. Je suis directrice d'un programme de développement de variétés de gazon à l'université de Rutgers. On a développé une dizaine de graminées ou de gazons de saison froide et j'aimerais vous parler un petit peu de notre processus de voilà, de culture, de création de variétés, de ce que l'on a développé hein, ces dernières années, et notamment dans quel but justement on crée ces nouvelles variétés. Alors le but du programme de l'université de Rutgers, et c'est déjà le but hein, depuis quelques années maintenant, eh bien, c'est de développer des graminées améliorées, plus adaptées et qui sont résistantes aux parasites hein, et au stress, donc aux différentes conditions environnementales et d'avoir quelque chose qui dispose d'un meilleur rendement en graines qu'on peut utiliser partout dans le monde. Donc, je sais qu'en France, vous allez bientôt avoir une nouvelle interdiction de pesticides, hein. Vous ne pourrez plus utiliser de pesticides d'ici quelques années. Donc, on a essayé voilà, d'axer un petit peu notre recherche sur ces thématiques-là et on espère vraiment que les résultats de notre recherche vous seront utiles à l'avenir. En fait, lorsque l'on travaille, on essaye toujours de réfléchir à un horizon vraiment lointain sur les 10 prochaines années. Donc, on espère que voilà, lorsque cette interdiction de pesticides sera mise en place, eh bien que l'on aura déjà des variétés à proposer qui vous permettront justement donc de contourner ce problème. Alors l'une des raisons pour laquelle nous avons pas mal de succès finalement dans nos recherches, c'est parce que le climat dans lequel nous menons notre programme est assez difficile. C'est un environnement voilà, dans lequel on a beaucoup d'humidité. Donc, en fait, naturellement, il y a beaucoup finalement de maladies qui se développent. Et donc, en fait, cela veut dire pour nous que l'on n'a pas vraiment besoin de passer par le processus d'inoculation de différentes maladies, puisque ces maladies, en fait, se développent naturellement. Donc, ça rend la chose beaucoup plus simple pour nous, puisque ça nous permet vraiment de voir quelle variété est résistante à quoi. Alors, je ne vais pas vous parler de tout ce que vous pouvez voir à l'écran aujourd'hui, mais ce sont en fait les différentes maladies qui ont des conséquences sur les graminées de saison froide. Alors aujourd'hui, je vais surtout vous parler des fétuques élevées, du raigrasse anglais, des fétuques fines, mais également du paturin des prés. On s'arrêtera ainsi, c'est un petit peu trop long, parce que je ne vais pas non plus euh, prendre trop de votre temps. Mais donc vous avez ce petit signal de Wi-Fi hein, juste à côté. Et donc, plus les barres sont noires, eh bien, plus c'est une maladie importante. Alors, par exemple, ici, les tâches estivales, hein, quand on parle justement du paturin des prés, on voit que c'est l'un des principaux problèmes que l'on a en termes de maladie. Et c'est pour ça que le petit Wi-Fi est plein. Alors que pour ce qui est de l'oïdium, on voit hein, que ce n'est pas un problème si important que ça. Ça peut être un problème, notamment dans les zones ombragées, mais vu que ce n'est pas l'un des problèmes principaux, c'est pour ça que le Wi-Fi est plutôt en blanc. Alors, on peut le voir aussi hein, chez les fétuques élevés. On a pas mal de problèmes, notamment avec les taches brunes, mais également avec le GLS, hein, le péricultaria. Euh, voilà, et pour après le raigrasse, donc l'ivraie vivace, on a pas mal de problèmes également avec le GLS, les taches foliaires, etc. Et donc là, en fait, le but, c'est justement aussi de tester finalement la résistance aux différentes maladies. Alors, je vais vous parler un petit peu plus du programme hein, de développement de variétés de graminées. Je vais notamment vous parle aujourd'hui d'agrostide puisque vous travaillez tous dans le domaine du golf, donc c'est probablement quelque chose qui vous intéresserait un petit peu plus. On a un programme de développement d'agrostide. C'est un programme qu'on a lancé il y a à peu près 25 ans. Donc c'était déjà en place en fait hein, quand j'ai rejoint l'université Rutgers. Et on s'est rendu compte que lorsque l'on a commencé justement à collecter hein, finalement des petits morceaux de,
d'agrostide, que ce soit dans le nord-est des États-Unis, mais également en Europe. Voilà, on a essayé de collecter finalement différents types d'agrostide et on s'est rendu compte que la plupart d'entre elles, de ces différentes variétés d'agrostide, n'étaient pas très résistantes aux maladies. Alors, ce qu'on a décidé, c'est de se concentrer en fait sur les cours de golf, les greens de golf un petit peu plus vieux, si je puis dire. On s'est rendu compte d'ailleurs que il y avait différents pourcentages d'agrostide, si je puis dire. Donc en fait, on avait de l'agrostide commune, de l'agrostide stolonifère, on avait également de l'agrostide des chiens, par exemple. Et donc en fait, on voyait qu'on avait, si vous voulez, un mélange de toutes ces différentes espèces d'agrostide. Et on s'est rendu compte que c'était pas vraiment adapté finalement aux conditions climatiques, si je peux dire, dans le New Jersey, par exemple. Et en fait, avec les années, il y a seulement quelques-unes de ces variétés qui ont réussi à survivre. Alors, on peut voir les différentes petites parcelles, si je puis dire, qu'on a collectées. Certaines sont plus grandes que d'autres. Et en fait, on s'est rendu compte que l'une des plus grandes faiblesses, eh bien, tout simplement, c'est qu'ils ne résistaient pas très bien aux différentes maladies. Alors là, c'est une image, vous avez la maladie dollar spot, euh, qui est donc causée par un champignon. Et vous pouvez voir à quel point là, la maladie est assez grave. Euh, alors, nous, on ne peut pas, justement, on ne met pas de pesticides ou autres sur les graminées que l'on fait pousser, puisqu'on veut voir justement s'ils sont résistants à certaines maladies. Donc là, vous aviez effectivement une maladie du dollar spot. Ensuite, on sait que les agrostides, ils ont besoin d'être résistants à d'autres maladies. Il faut qu'ils soient résistants notamment aux taches brunes, mais également à l'anthracnose. On a aussi besoin que ce soit résistant aussi aux taches cuivrées. Vous le voyez peut-être un petit peu moins, mais c'est également une maladie qui se propage. Et voilà, ça c'est également dû à un champignon. On peut également avoir la moisissure des neiges et puis le pythium qui s'attaque donc aux racines profondes. Donc vous le voyez, on essaye de cultiver des variétés résistantes donc à différentes maladies et on essaye également d'intégrer d'autres stress. On veut une tolérance notamment à la chaleur, une tolérance au sel, au piétinement. Et on s'intéresse également maintenant à la tolérance à l'ombre et à avoir aussi un meilleur rendement en hiver. Mais ça, c'est quelque chose que l'on intègre à peine. Donc, il va falloir que l'on voit un petit peu les résultats plus tôt à l'avenir. Et pendant qu'on travaillait donc sur la résistance au dollar spot, on s'est rendu compte évidemment que d'autres maladies sont venues s'ajouter. Et c'est pour ça qu'on a fait justement, qu'on a mené cette recherche pour essayer de faire des variétés résistantes à peu près à toutes les maladies. En 2020, comme vous le savez, nous avons eu le Covid. Pendant le Covid, eh bien, le Green No Golf de Yale a été fermé pendant quasiment un an et ils ont en fait arrêté finalement ils ont arrêté pardon d'arroser le green et voilà, là vous voyez les résultats. C'est également, comme c'était écrit sur la slide précédente, un green de golf qui avait été fait donc 20e siècle, c'est-à-dire avec des agrostides mixtes d'Allemagne, du sud de l'Allemagne. Donc on est vraiment voilà, sur le contexte d'un vieux green de golf aussi. Vous voyez que sans irrigation, il y a eu des soucis. Donc on a commencé à faire des petites collectes. Et donc là, voilà, on a essayé de mettre en petits plants isolés. Et on a procédé donc à l'inoculation de la maladie du dollar spot pour qu'on puisse ensuite sélectionner les parties résistantes à la maladie. Donc là, comme vous le voyez, on évalue comme ça en replantant. Et donc là, vous le voyez, d'un côté, c'est quelque chose qu'on en a sélectionné, donc une variété sélectionnée pour sa résistance au dollar spot. Et à droite, vous le voyez, c'est donc des graminées qui n'ont pas été sélectionnées pour la maladie du dollar spot. Donc là, c'est une infection totalement naturelle. On n'est pas du tout passé par une inoculation dans ce cas. Et donc voilà, là, ça vous montre ce qui est résistant au dollar spot ou non. Sur cette image, si on repasse voilà, de la collecte
que l'on a pu faire et que l'on compare donc aux variétés que l'on a améliorées pour que ce soit résistant, hein, Dollar Spot. Et ici encore, il n'y a pas de fongicide, hein. Et vous voyez que voilà, les nouvelles variétés ont une meilleure résistance à ce genre de maladie. On a un programme national d'évaluation de la maladie du Dollar Spot. On fait des essais, hein, qui sont répliqués partout à travers les États-Unis. Je sais qu'en Europe, vous avez plus ou moins la même chose, hein, bien sûr. Et donc, ici, c'est un test, donc là, on a les résultats de 2014, comme vous pouvez le voir. On parle ici de la résistance au Dollar Spot. Et on voit, hein, qu'il y a donc de nouvelles variétés qui résistent plutôt bien. Alors, pour les notes que l'on donne sur la résistance à la maladie, ça va de 1 à 9. 1, c'est quand, c'est quand c'est très susceptible à la maladie, et 9, c'est quand c'est très résistant. Donc, il nous faut en fait les chiffres les plus hauts. Donc, on peut le voir par exemple, hein, pour les cultivars, hein, les variétés comme le Chinook, le L93XD ou le Piranha, qui ont des chiffres assez élevés. Ensuite, ici, on est sur la maladie qui s'appelle anthracnose. Ça arrive également sur les agrostides stolonifères. Et là, vous voyez que si on ne met pas de fongicide sur les agrostides stolonifères, on peut avoir, hein, ce problème d'anthracnose. Alors, à gauche, c'est assez intéressant en fait, parce que justement, vous pouvez le voir, on a cette petite parcelle ici, hein, qui est bien contaminée par l'anthracnose, alors qu'à droite, ici, on n'a pas d'anthracnose, mais vous voyez qu'on a une espèce de grosse tache brune. Donc, ça montre, hein, qu'il y a toutes ces maladies auxquelles on doit penser quand on développe de nouvelles variétés, parce que, voilà, là, on voit par contre qu'il n'y a pas de Dollar Spot, hein, dans aucune de ces deux parcelles. Donc, ça, c'est une belle chose. Mais c'est vrai que d'autres maladies s'ajoutent. Là, vous avez la maladie des taches cuivrées, et vous pouvez le voir ici à gauche. Au premier plan, hein, on a du Dollar Spot, et puis après, au premier plan sur la droite, on a justement ces taches cuivrées. Vous voyez que ce sont des taches qui sont un petit peu plus roses, un peu rosées, et derrière, vous avez une parcelle, comme vous pouvez le voir, qui n'a ni de maladie Dollar Spot, ni les taches cuivrées, et donc là, c'est une parcelle sur laquelle on essaie de développer justement une nouvelle variété. Là, vous le voyez, nous avons 3 maladies dans ce tableau, l'anthracnose, Dollar Spot et tache cuivrée, et on a une nouvelle variété, hein, expérimentale, la numéro 4, qui serait donc tolérante à ces 3 maladies. Donc ça, c'est plus ou moins ce que l'on essaye de faire en fait. Les parcelles où on a cette résistance au Dollar Spot, eh bien, on essaye d'intégrer de nouvelles résistances à d'autres maladies. Donc ça, ce sont les toutes dernières variétés que l'on développe, et donc les toutes dernières variétés sont résistantes à ces 3 maladies. Co, c'est justement une de nos dernières variétés qui est plutôt pas mal, hein, vraiment. Vous voyez au niveau des chiffres, c'est pareil, hein, 007 XL est plutôt pas mal, hein, pour le Dollar Spot et l'anthracnose, un peu moins bon pour tout ce qui est taches brunes. Mais voilà, dans le développement des variétés, on essaye vraiment d'augmenter, si vous voulez, la tolérance finalement. Ensuite, pour ce qui est de la tolérance au piétinement, c'est quelque chose que l'on travaille aussi. On a utilisé un simulateur de piétinement, si je puis dire, que l'on applique, hein, sur le gazon. Et voilà, on a calibré ça par rapport justement au nombre de passages qui ont été calculés par jour. Et c'est comme ça qu'on a pu développer la variété L93XD, voilà, qui nous permet effectivement d'améliorer la résistance au piétinement. Vous voyez bien qu'on a pas mal, on a de résultats qui sont pas mal du tout par rapport au L93 juste à côté. Un autre objectif de culture que nous avions, eh bien, c'était notamment sur la caractéristique de la propagation. Donc, on s'est intéressé, hein, notamment, vous savez, au problème des divotes ou divots, donc ces mottes de gazon qui sont arrachées assez régulièrement. Donc, on voulait en fait que les plants puissent se propager beaucoup plus rapidement pour essayer de venir, si vous voulez, regarnir les parties, hein, qui se retrouvent scalpées. Donc là, c'est un projet de recherche sur lequel un de mes étudiants travaille. Donc là, on a planté, hein, des centaines de clones d'agrostides stolonifères que l'on a mis donc à l'ombre. Et on peut voir, hein, voilà, le résultat juste ici. Donc c'est plus ou moins à la même période, hein, dans laquelle nous sommes. Voilà, les arbres n'ont plus de feuilles, et vous voyez effectivement la différence.
On a également fait une évaluation des différentes variétés et on a travaillé également notamment avec des serres. Donc là, vous avez justement les changements de la hauteur, si vous voulez, des plans par rapport euh, à la zone ombragée par rapport à l'ombre. Et donc là, ce que l'on a à droite, c'est pas ce qu'on veut, hein. On veut qu'il n'y ait presque pas de changement. Euh, donc, par exemple, ici, MTV1, c'est le nom expérimental d'un nouveau cultivar que l'on appelle Piper. On a également 007 McDonald, on a Spectrum, on a L93XD ici, vous le voyez, hein, qu'il pousse un petit peu moins à l'ombre. Donc nous, en fait, on veut que nos cultivars, on veut que nos variétés soient plus ou moins hein, sur la gauche du tableau. On ne veut pas qu'il y ait trop de changements, justement, en termes de hauteur de pousse sur ces zones ombragées. Alors ici, si on s'intéresse au tout dernier résultat d'évaluation justement des différents programmes pour l'agrostie de 2020. Vous voyez qu'on a pour les cultivars hein, ici, donc les variétés, on a Oakley, Spectrum, Piper, Diplomacy. Vous le voyez ici, ce sont des variétés pour lesquelles hein, le gazon est d'une très bonne qualité et la plupart d'entre eux hein, sortent du programme de Rutgers, comme vous pouvez le voir. Donc c'est la manière un peu dont nous sélectionnons ces différentes variétés. Donc ce qu'on peut garantir ici, c'est que la qualité hein, du gazon qui sort de nos programmes, notamment les plus récents, eh bien, c'est une qualité qui va encore augmenter. Ça veut dire, en fait, si vous voulez, qu'ils seront résistants à davantage de maladies. Et on espère aussi hein, que d'autres caractéristiques seront intégrées, notamment tout ce qui est la tolérance à la sécheresse, à la chaleur, au piétinement, mais également hein, à tout ce qui est pour la propagation, etc., comme je l'expliquais tout à l'heure. Voilà, on espère que ces caractéristiques-là soient intégrées. Donc ici, vous avez les essais fairway et les essais putting green. Donc là, on est sur le tableau putting green, comme vous pouvez le voir. Et ici, vous voyez qu'on a quelques changements hein, dans le classement, mais il n'y a pas non plus un changement colossal. Et donc ici, c'est tout simplement une photo sur laquelle vous avez les différentes variétés, hein. Donc on compare le L93XD à l'ancien L93. Là, on arrive donc sur un nouveau tableau qui finalement catégorise les différentes variétés d'Agrostide stolonifères hein, que l'on peut retrouver sur le marché. La plupart de ces variétés sont disponibles. Je crois que le Mariner, ceci dit, n'est peut-être plus disponible. Le Putter non plus, je ne suis pas trop sûre. Euh, en comparaison, bon ici Pencross hein, pour le coup est bien encore disponible. Et là on a les nouvelles variétés et on peut voir où elles se retrouvent, hein, ces variétés, par rapport à la densité. Parce que l'on sait que pour les greens de golf qui demandent beaucoup d'entretien, on sait que la densité est très importante. Et on sait aussi que voilà, la densité du gazon va impacter la manière dont vous devez gérer l'entretien aussi. On a des variétés qui demandent moins d'engrais azotés aussi. On a moins besoin hein, pour améliorer la qualité. Donc ça, c'est ce que l'on a aussi développé. On a développé donc pour avoir une bonne résistance aux maladies, mais également une bonne résistance au piétinement. Et en fait, en développant ces variétés, on a également une meilleure densité. Donc voilà, on obtient des résultats plutôt sympas ici. Après, donc, c'est pas toujours bon. Ça peut diviser un petit peu parce que forcément, ça peut demander plus d'entretien. Donc, c'est pas forcément quelque chose hein, que vous recherchez, évidemment. Mais vous pouvez très bien gérer cette petite différence en entretien grâce à l'utilisation des engrais azotés. Donc, en fait, il faut un petit peu mieux gérer l'utilisation de ces engrais azotés, mais ça vous permet d'avoir une meilleure densité, donc une meilleure qualité de gazon au final. Alors maintenant, si on s'intéresse aux différents cultivars, différentes variétés, je sais que généralement, ils sont disponibles aux États-Unis bien avant qu'ils ne soient disponibles pour vous en Europe. Il y a toujours un espèce de petit décalage, mais j'espère sincèrement que vous aurez également accès hein, aux différentes variétés telles que McDonald's, Piranha, Matchplay. On espère qu'ils seront disponibles en Europe très rapidement. Pour les nouvelles variétés, c'est pareil, hein. On a Piper, Oakley, Spectrum. On espère qu'ils seront disponibles très rapidement parce que voilà, ce sont les variétés finalement les plus avancées. 007 XL, Co, Chinook, ça c'est vraiment des variétés très prometteuses, hein, notamment pour tout ce qui est fairway. Donc voilà, moi je voulais vraiment vous montrer et vous parler finalement des différentes variétés qui vont être disponibles
dans un futur, dans un avenir assez proche. Et alors, je sais que c'est nouveau et peut-être que vous n'avez pas toujours envie d'essayer des choses nouvelles, mais rappelez-vous que l'on travaille vraiment très très dur pour pouvoir améliorer ces variétés, pour nous assurer voilà, que ce soit des graminées ou des gazons de bien meilleure qualité que vous pourrez donc utiliser à la place de ce que vous utilisez déjà depuis très longtemps. Alors maintenant, comment fait-on pour développer euh, des agrosides de très bonne qualité? Eh bien déjà, on collecte les germoplasmes. Ensuite, on essaye de discuter avec les différents cultivateurs ou avec voilà, les acteurs du secteur. On les écoute tout simplement, on leur demande ce dont ils ont besoin, exactement d'essayer de comprendre vraiment les besoins qu'ils ont au quotidien. Ensuite, on essaye aussi de choisir un des caractéristiques qui vont être importantes pour vous, hein. Donc, le but ici, c'est d'améliorer bien évidemment la performance. Donc, on essaie d'avoir une résistance aux maladies, une résistance une tolérance au stress, etc. Et puis on essaye d'être aussi un petit peu opportuniste. Donc ce que l'on essaye de faire, c'est qu'on trouve aussi des solutions qui nous permettent de lutter un petit peu mieux contre tous les problèmes de scalpage, tous les problèmes de ce qu'on appelle LDS, hein, donc les taches sèches localisées, etc. Et on sait évidemment que l'on fait une sélection en fonction des pratiques de gestion, hein, qui sont donc le plus proches de ce que vous faites pour les greens de golf. On sait que pour fairway, par exemple, la taille, la hauteur de tombe, pardon, est un petit peu différente. Donc voilà, ça c'est ce qui peut un petit peu changer. Et en fait, le but ici, c'est finalement d'obtenir toutes ces caractéristiques dans une même variété. Alors maintenant, si on passe à d'autres variétés, d'autres espèces, si je puis dire, eh bien, nous pouvons passer au fétuc élevé. Donc là, si on compare avec le pâturin des prés, notamment hein, là où on essaye d'utiliser le moins de fongicides possible, donc on essaye hein, voilà, de faire des parcelles avec le moins d'intrants possible, donc moins d'engrais, peut-être même moins d'eau, eh bien, on peut voir ici que pour les fétucs élevés, eh bien, c'est quand même un gazon supérieur en qualité hein, par rapport au pâturin des prés, pardon, notamment pour tout ce qui est de la résistance aux maladies dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, pour les endroits avec le moins d'intrants possible, eh bien, le mieux, effectivement, selon moi, ce sont les fétucs élevés puisqu'ils ont une meilleure résistance aux maladies. Le fait qu'ils aient des racines profondes aussi leur permet d'avoir une meilleure tolérance à tout ce qui est sécheresse. Et ils contiennent des endophytes. Et les endophytes, c'est très important pour ce développement hein, de la tolérance contre tous les parasites qui voilà, attaquent en surface, mais également parce qu'on a une bonne tolérance aussi au piétinement. Donc comme vous pouvez le voir, hein, les fétucs élevés, c'est une très bonne solution. Alors après, lorsque l'on parle de notre programme de culture, on a des objectifs, évidemment. L'objectif principal est donc la résistance aux maladies. Et on essaye d'ailleurs hein, d'intégrer une résistance à d'autres maladies. Évidemment, ça prend du temps, comme vous pouvez l'imaginer. On a voilà, les taches brunes. Ça a toujours plus ou moins été un problème, mais on voit de nouvelles maladies hein, qui s'ajoutent. On a le problème de péricutaria. C'est un problème que l'on a pu déjà voir en Europe, en Allemagne, en Espagne. C'est même possible d'ailleurs hein, que vous ayez ce problème-là aussi en France sur le régras anglais. Mais aux États-Unis, ça devient un véritable problème hein, maintenant sur les fétucs élevés, ce qui n'était pas le cas il y a encore 4 ans. Donc, vous le voyez, hein, ce sont de nouvelles maladies que l'on essaye vraiment de se débarrasser. Hein. On essaie de travailler rapidement pour faire en sorte de développer justement des variétés qui soient bien résistantes à ces maladies. Donc, pardon, comme je vous le disais, hein, ça c'était pour les taches brunes qui est devenu donc un véritable problème. Ensuite, on a aussi les problèmes des taches foliaires, on a aussi la moisissure des neiges, mais ce n'est pas une maladie aussi problématique hein, que les autres sur les fétucs élevés. On s'intéresse également à d'autres caractéristiques, donc en plus hein, de la résistance à cette maladie, aux différentes maladies, pardon, on essaye également de développer une tolérance notamment au sel, à la sécheresse, à la chaleur et au piétinement. Ça c'est très important aussi hein, pour
les fétuques élevés. Par contre, je vais surtout ici aujourd'hui vous parler de la résistance aux maladies. Donc là, on a les maladies donc des fétuques élevés. On a essayé de mener finalement le même programme, plus ou moins que pour les agrostides. Donc là, vous avez voilà, les différentes parcelles, ces différentes collectes de parcelles que nous avons fait. Et comme vous le voyez, on a utilisé la même technique. Et donc, on a des plants isolés et on a procédé ensuite à l'inoculation du champignon. Et donc, vous pouvez voir ici qu'on a des plants individuels qui sont contaminés pour certains, d'autres qui ne sont pas contaminés. Et donc, c'est bien évidemment ceux-là que l'on veut sélectionner. Donc là, vous avez par exemple une comparaison entre Kentucky 31, qui est une variété un petit peu plus vieille. Et là, à droite, vous avez finalement les différents plants que nous avons sélectionnés. Vous le voyez, on maintient cette forte densité sans pour autant avoir ce problème de taches brunes. Donc là, vous avez également un programme de test similaire à ce que je montrais tout à l'heure, toujours aux États-Unis. Ici, c'est surtout pour les fétuques élevés. On s'intéresse aux taches brunes. À gauche, comme vous pouvez le voir, on a les meilleures variétés, donc les plus résistantes aux taches brunes. Et c'est exactement comme pour la maladie du dollar spot ici, au niveau du score. Donc, si on est à 1, c'est que c'est très susceptible. 9, c'est que c'est très résistant. Donc, plus le chiffre est haut, mieux c'est. Au niveau des variétés qui sont pas trop mal, on a le Raptor LS. Et quand j'ai regardé en fait, j'ai regardé la liste en France, voir les variétés que vous aviez. Vous n'avez pas tant de variétés que ça, mais il y en a quand même quelques-unes. Je pense que vous devriez voir arriver rapidement Capitane, Raptor LS, Triad aussi. C'est une variété qui est pas trop mal pour Honeymoon. Je pense que c'est quelque chose que vous pourriez voir arriver d'ici pas longtemps. Le Spider 2 LS aussi, c'est une bonne variété. Si on compare avec, comme on l'a vu sur la photo tout à l'heure, Kentucky 31, Fayette, Bravo 2, vous pouvez le voir effectivement qu'on a une tolérance bien moins élevée à ces fameuses taches brunes. Alors, ensuite, comme je vous le disais, pour le GLS, le péricularia, voilà, c'est quelque chose qu'on a commencé à observer en 2018. Alors, voilà, on l'avait déjà observé, bien évidemment, quelques années avant, mais c'est un problème que l'on pouvait peut-être avoir une fois tous les 10 ans. Et ça attaquait voilà, les variétés les plus susceptibles. Mais en 2018, on a vraiment eu une espèce d'épidémie, si je puis dire, et ça a fait des ravages sur les fétuques élevés. Ça a été un véritable problème. Et donc, voilà, une fois la mise en place, si vous voulez, de cette maladie, ça se propageait assez rapidement. C'est ce que je vous expliquais, c'est devenu un véritable problème aux États-Unis. Là, vous avez justement les résultats également des essais qui ont été faits donc, sur les fétuques élevés pour cette maladie GLS péricularia. Vous le voyez, on n'a pas des chiffres très très élevés. Bullseye LTZ a une tolérance relativement acceptable si on compare à Kentucky 31. Vous voyez en bas du tableau, escalade, Turbo SS. Bon, vous le voyez ici, la tolérance, elle est vraiment pas terrible à cette maladie. Et donc, en fait, on fait des tests tous les ans. Et en fait, si on arrive à avoir cette maladie aussi, finalement, ça nous aide pour les sélections. Donc, en fait, tous les ans, on arrive à créer un nouveau cycle de sélection. Et en fait, à chaque fois, on fait des nouvelles sélections, ce qui nous permet d'améliorer petit à petit, la résistance à cette maladie. Donc ça, c'était en 2019. Là, vous voyez, on a des variétés qui ont une bien meilleure tolérance à la péricularia. Vous avez ici, donc évidemment, les meilleures variétés. Il me semble que vous avez Regenerate sur votre liste. Je crois l'avoir vu. Donc je sais qu'il y a certaines de ces variétés qui sont disponibles en Europe et qui ont une très bonne résistance au GLS, et d'autres qui ne sont pas encore disponibles mais qui pourraient être disponibles d'ici peu. Donc voilà, il faut garder un petit peu l'œil ouvert pour ce type de variété. Et vous voyez bien évidemment à droite, il y a peut-être oui, une ou deux variétés que vous avez quand même dans ce tableau à vérifier. Alors, ensuite, on s'intéressait aux fétuques élevés et au stress lié à la chaleur, également à la sécheresse. On a réussi à faire des tests sur des parcelles avec aucune pluie pendant 75 jours, puisqu'on avait un abri qui protégeait de la pluie. Là, ça nous permet également de faire les sélections aussi de ce qui est le plus résistant à la sécheresse
ou non. Là, voilà, nous avons le processus que l'on fait notamment pour les croisements, si je puis dire. Donc, on a résistant avec résistant et susceptible avec susceptible, comme vous pouvez le voir. Et on voit que lorsque l'on croise deux variétés résistantes, eh bien, on s'en sort mieux que lorsque l'on croise deux variétés susceptibles. Donc là, ça nous montre que grâce à la culture, à la cultivation, on arrive à développer donc des variétés qui sont bien plus résistantes. Et on peut espérer évidemment avoir des variétés toujours plus résistantes au fil des années, donc résistantes à la sécheresse. Là, en fait, j'ai posté cette photo sur Twitter un petit peu plus tôt cette année. Et donc là, ce sont des fétuques élevés. On est sur une sélection ici de plants isolés et on s'intéressait donc à la propagation. Et donc là, on est voilà, sur un type de production un peu différent, avec des techniques un petit peu différentes. Et peut-être que c'est quelque chose sur lequel on s'intéressera davantage dans les années à venir, puisqu'on pourrait avoir peut-être une meilleure tolérance, notamment au piétinement. Peut-être qu'on pourra l'appeler super spreader, le super propagateur en français, si je puis dire. J'ai trouvé ça plutôt sympa, parce que c'est vrai que c'est une variété qui se propage très rapidement. Donc ensuite, là, nous avons toutes les nouvelles variétés des fétuques élevées. Vous voyez qu'on en a pas mal. Celles qui sont en bleu, eh bien, ce sont les variétés qui sont disponibles pour vous en Europe. Et ce sont des variétés qui pourraient représenter un bon avantage pour vous et qui intègrent les caractéristiques sur lesquelles nous avons travaillé et donc que je vous ai présenté aujourd'hui. Vous voyez, on a Regenerate aussi, qui, je suis sûre, est sur la liste française puisque je l'ai vu et d'autres sont sur les listes européennes. Donc, c'est sur les listes européennes. J'espère que pour les professionnels, eh bien, vous y aurez accès. Pour terminer, en fait, non, c'est pas pour terminer, excusez-moi. La variété suivante, ce sont les fétuques fines. Voilà, je voulais vous parler des fétuques fines aujourd'hui. On a différentes espèces, variétés, mais je voulais vous parler de trois espèces particulières. Donc, je voulais vous parler des fétuques ovines ou fétuques durettes, mais également des fétuques rouges traçantes, pardon, et je voulais également vous parler des fétuques rouges gaz. Peut-être que vous connaissez un petit peu mieux les fétuques rouges traçantes. On fait quelques recherches là-dessus, mais je dois dire que c'est pas ce sur quoi on travaille le plus. On n'a pas tant de germoplasme pour ça. Donc voilà, je sais que c'est utilisé surtout en Europe du Nord. Je pense au Danemark, à la Suède, peut-être un petit peu moins finalement dans les pays du sud de l'Europe où vous vous trouvez du coup. Alors, ce qui est intéressant pour ces fétuques, c'est qu'on a des endophytes. Donc, en fait, on a une relation symbiotique, si je puis dire, entre le champignon, donc c'est un champignon de l'espèce Epicloé, et le plant. Et donc, en fait, c'est que cette relation, donc c'est une relation naturelle que l'on retrouve donc dans les fétuques fines, le raigrasses anglais également, et il me semble aussi dans les fétuques élevées. Et donc, en fait, ça leur donne une résistance naturelle. Et chez les fétuques fines, ça apporte une résistance aux maladies, seulement dans les fétuques fines. Donc, ça, c'est assez intéressant aussi. Alors, comme je vous le disais, c'est un insecticide biologique vraiment parfait, parce que vous n'avez pas besoin de mettre quelques fongicides ou insecticides sur les différentes parcelles. C'est directement intégré à la plante, au plant lui-même. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça leur permet notamment de développer une résistance aux parasites qui attaquent en surface. Et comme je vous le disais aussi, au niveau des fétuques fines, eh bien, ça apporte également une meilleure tolérance au dollar spot, aux taches estivales, ainsi qu'à la maladie du fil rouge. Là, vous avez également le ravage de la punaise velue, comme vous pouvez le voir. Et donc, vous le voyez, à droite, on a des endophytes, à gauche, on n'en a pas, et il y a une énorme différence. Là, pareil, vous avez au niveau des
fétuques, hein, toujours les fétuques rouges traçantes pour le dollar spot, vous voyez, avec les endophytes, on a de bien meilleurs résultats que là où on n'en a pas. Et au niveau des recherches qu'on a fait à Rutgers, eh bien, on s'est rendu compte, grâce aux recherches, que le champignon produit en fait une protéine antifongique et c'est ce qui apporte justement cette résistance à la maladie, hein, à ces différents plants. Là, vous avez la maladie du fil rouge et vous voyez encore les effets bénéfiques des endophytes, hein, même sur cette maladie. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut utiliser, hein, dans les fétuques fines comme un outil pour apporter une meilleure résistance. Et le but ici, c'est donc de diminuer finalement l'apport en fongicides. Alors, pour les objectifs de culture et les différentes caractéristiques que l'on veut avoir, donc notamment, hein, pour les fétuques rouges gaz, eh bien pour ces fétuques, je dois dire que c'est vraiment une bonne variété, notamment lorsqu'on est sur des hauteurs de tonte assez basses. Alors c'est pareil, hein, c'est pas trop mal, ça se compare à la grosse tige commune que l'on a sur les fairway. Donc c'est assez finalement intéressant de voir les différentes performances. On voit ici que c'est pas mal résistant à la rouille, c'est résistant aux taches estivales, c'est également voilà, résistant à pas mal de choses. On essaye toujours, hein, d'améliorer parce qu'on a de plus en plus d'épidémies, de plus en plus de maladies, hein, chez les fétuques rouges gaz. On a le problème des taches foliaires, du dollar spot et on a aussi un gros problème avec la moisissure des neiges, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui attaque au niveau des fétuques rouges gaz. On essaye également de travailler sur la tolérance au piétinement et à la chaleur. Là, vous avez la maladie des taches foliaires. Vous le voyez, on a d'un côté les fétuques rouges gaz, de l'autre, on a les fétuques ovines. Les résultats sont un petit peu différents. Là, on est toujours, hein, sur les fétuques fines. Et vous avez ici la tolérance à noisissure des neiges. Donc on le voit que les fétuques rouges gaz sont, hein, évidemment plus susceptibles finalement à moisissure des neiges. Je ne pense pas que vous ayez ce vrai problème, enfin de vrais problèmes avec cette maladie. Je veux dire, aux États-Unis, c'est pas quelque chose que l'on voit le plus souvent, mais c'est quelque chose quand même que l'on voit ici et là. Donc voilà, vous voyez un petit peu comment ça attaque. Ici, vous avez les nouvelles variétés qui ont été développées, hein, pour les fétuques rouges gaz. Et encore une fois, j'ai cru comprendre qu'il y a, voilà, pas mal de variétés finalement qui sortent, hein, de notre programme à Rutgers. On sait également, voilà, dans les coulisses, on a travaillé très très dur, hein, pour essayer d'améliorer toutes ces différentes caractéristiques et essayer d'intégrer toutes les caractéristiques à ces nouveaux cultivars, à ces nouvelles variétés. Donc, tout ce que vous avez déjà devrait normalement être encore amélioré dans un avenir très proche. J'ai également remarqué qu'il n'y avait pas vraiment de chevauchement, si je puis dire, entre les différentes variétés. Peut-être que certains ont des noms différents, mais j'avoue que voilà, je ne sais pas trop lesquels seraient différents ou voilà, lesquels auraient un autre nom en France, par exemple. Ensuite, si on s'intéresse ici aux fétuques rouges traçantes à gauche avec les fétuques rouges gaz à droite, voilà, en fait, on sait que les fétuques rouges traçantes, enfin du moins selon moi, hein, c'est les fétuques avec lesquelles on a le plus de problèmes en termes de maladies notamment. Les taches foliaires, ça fait des années que l'on travaille dessus, c'est un véritable problème. Et la maladie dollar spot est un vrai problème également. Au niveau du rendement des semis, c'est un problème aussi. On n'a pas beaucoup finalement, hein, de producteurs qui s'intéressent aux fétuques rouges traçantes. Donc voilà, on n'a pas un très bon rendement. On essaie de s'intéresser aussi à la tolérance au piétinement, à l'ombre, résistance aux herbicides, parce qu'on essaye de, voilà, de gérer au mieux, hein, ce problème de mauvaises herbes et la tolérance à la chaleur. Ce sont des objectifs assez intéressants, hein, sur lesquels on s'est concentré ici. Si on compare les fétuques rouges gaz aux fétuques rouges traçantes, vous le voyez que bon, on a ici, hein, une génétique particulièrement complexe dans ces variétés. On a pas mal de copies du génome et en fait, il faut changer il faut changer un gène dans chaque génome. Et ça, vous pouvez imaginer que ça prend énormément de temps et donc le processus est beaucoup plus lent
voilà, au niveau de ces espèces par rapport, par exemple, aux races anglais. Donc là, vous avez les toutes nouvelles variétés des fétuques rouges traçantes. Voilà, vous avez les différents noms. Et j'aimerais terminer avec le paturin des prés. Voilà, on donne différents noms ici. C'est le Poa pratensis. C'est pas mal utilisé, hein, notamment sur les terrains athlétiques haut de gamme. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas pour le golf. J'ai déjà vu ça utilisé sur du fairway, ceci dit. Voilà, on a une bonne qualité de gazon ici. C'est pas forcément facile à mettre en place. Ça peut être assez lent. Mais on n'a pas le problème de GLS, hein, de péricularia, avec le paturin des prés. La plupart d'entre eux ont une bonne résistance aux taches brunes. La plupart ont également une bonne résistance aux taches foliaires. Certaines variétés ont une résistance au dollar spot. Je sais qu'aux États-Unis, c'est le cas. En Europe, on a par exemple la variété limousine ou autres, voilà, qui sont résistantes à ce type de maladie. Mais ça dépend probablement aussi, hein, voilà, des conditions climatiques des différents pays. Les taches estivales, c'est de loin le plus gros problème que l'on a avec le paturin des prés et c'est là-dessus justement que l'on se concentre, hein, dans nos programmes. Et on a un vrai problème également avec la rouille. Et là, vous le voyez, on a les fétuques fines et fétuques élevées d'un côté, le paturin des prés de l'autre. Et vous pouvez le voir, si les fétuques sont plutôt tolérantes, hein, à la rouille, eh bien, vous le voyez, pour ce qui est du paturin des prés, la résistance est bien moindre. Alors, le gros problème dont je vous parlais, ce sont les taches estivales qui sont causées donc par deux champignons en particulier. Et donc, ce sont deux champignons en fait, qui interagissent à différentes périodes de l'année et qui provoquent ce problème de taches estivales. Alors, on a des infections naturelles, mais c'est vrai que c'est généralement pas très homogène. Donc, c'est très difficile en fait, hein, de faire la sélection des plants qui sont bien résistants. On a des différences entre les variétés. On a par exemple la variété Shamrock qui est vraiment plus susceptible, alors que au niveau de la variété Midnight, là c'est beaucoup plus résistant. C'est ce qu'on utilise, hein, notamment pour les, voilà, les terrains sportifs haut de gamme. Donc, on sait qu'il y a pas mal de compétition chez les producteurs et voilà, généralement, ils préfèrent évidemment produire évidemment du blé ou des pommes de terre plutôt que de produire ici des plants de gazon, n'est-ce pas? Donc, c'est un petit peu plus difficile, si je puis dire, de travailler là-dessus. On a pas mal de choses encore, hein, à travailler au niveau du paturin des prés pour essayer justement d'apporter des améliorations aux différentes variétés. On procède tout de même à des inoculations, hein, de ces champignons. Ça fonctionne même bien, mais ça prend énormément de temps. Et par exemple, on peut inoculer les parcelles une année, il faut attendre 2 ans avant que ça se développe, etc. Et le problème, c'est que par contre, quand on a des infections naturelles, ça se propage à une vitesse assez importante. Ici, par exemple, vous voyez les petites parcelles, hein, les petits plants qu'on a inoculés avec le champignon. Et vous le voyez, ça se développe. Voilà, là, c'est 1 an après. Et puis, si on a une vraie épidémie, c'est ce que l'on peut retrouver. Voilà, on peut être confronté à ça. Vous voyez, on a une très, très grande différence ici entre les différentes variétés. Là, vous avez différentes variétés l'une à côté de l'autre. Vous le voyez, hein. Voilà, il y en a une qui est très tolérante, très résistante d'un côté, l'autre très susceptible. Là, on a un exemple extrême, si je puis dire. À droite, on a une variété bien résistante et à gauche, une variété, pardon, très très susceptible. Ça, c'était également les essais NTEP pour le paturin des prés. Donc, ce sont des essais, hein, qui ont été faits dans plein de parties des États-Unis différentes. Ici, on retrouve le tableau des données avec les différentes variétés. Donc, vous le voyez, si on a Arcadia, c'est un type Midnight Blue Velvet aussi, hein, c'est Midnight Granite, c'est du Midnight Martha. Quatrième sur la liste, c'est une variété qui
pour le coup, est dans le groupe Washington et c'est une variété assez intéressante parce que il y a des performances très très bonnes aussi en été. Euh, voilà, et on peut en avoir le Martin, on peut autant en avoir du Midnight que du Shamrock, donc c'est assez intéressant. Numéro 18 touché, c'est assez intéressant. Il me semble qu'il s'appelle Nicolo, je crois, en Europe. Et là, c'est aussi intéressant parce qu'il a une très bonne résistance aux tâches estivales et voilà, qui est assez similaire aussi hein, au Martha. Blue Note, c'est également dans le groupe Amérique pas trop mal. Unique également, c'est très bon, hein. Très bien, pardon, par exemple, aux tâches estivales. Ici, vous voyez d'autres variétés qui sont bien moins résistantes, notamment au Shannon, Gaelic, le Rockstar et tout ça, ce sont des types Shamrock. Donc vous le voyez, hein, ils sont beaucoup plus susceptibles à la maladie des taches estivales. Là, vous avez les différentes variétés qui ont eu plutôt une bonne tolérance finalement aux tâches estivales. Ce sont des données hein, qui ont été collectées sur une quinzaine d'années. Voilà, ce sont toutes les variétés que l'on a pu tester. Là, on a des variétés qui sont vraiment bien résistantes aux tâches estivales. Et ici encore, hein, vu qu'on parle du pâturin des prés, voilà, on sait que c'est des essais qui ont été faits sur une longue période de temps, si je puis dire. Donc, s'ils sont sur la liste, eh bien, généralement, ils restent en production pendant longtemps. On travaille sur une autre caractéristique aussi pour le pâturin des prés. Là, on s'intéresse où on a, sur les terrains, on aurait moins d'entretien. Et donc, là, on s'intéresse où on a très peu d'intrants, pardon, donc pas d'herbicides, fongicides, pas beaucoup d'irrigation non plus, du moins pas d'irrigation supplémentaire, si je puis dire. Et on a aussi très peu d'engrais azotés, hein, puisqu'on est peut-être à 8 kg de 8 kg d'azote par art ou par hectare. Je ne suis pas trop sûre de mes calculs, là, je dois dire. Peut-être par hectare. J'avoue que je ne me souviens plus vraiment. Mais enfin, peu importe. Ici, on s'intéresse aux cultivars. Donc, on a eu une sécheresse vraiment dramatique hein, cette année. Et on a eu beaucoup de stress de sécheresse sur nos plants, comme vous pouvez le voir, vu qu'il y avait très peu d'intrants. On peut voir hein, que certaines parcelles restent bien vertes, d'autres un petit peu moins. Donc on a des variétés qui sont plutôt bien sorties hein, au niveau de la tolérance à la sécheresse. Je pense à Washington 2, à Légende aussi, hein, ce sont des variétés qui ont bien fonctionné, qui ont montré de bons résultats, notamment l'été dernier. Et puis on a fait aussi des hybrides de pâturin des prés, notamment entre Texas et Kentucky. Et on s'en est pas trop mal sorti également. Donc ça, ce sont les nouvelles variétés de pâturin des prés qui sont sorties hein, ces dernières années. Barbette AGT, c'est une variété qui a montré, voilà, qui a donné de très bons résultats hein, dans nos essais. Donc, je voulais vous la mettre dans la liste parce que je pense qu'elle est disponible. En Europe, on a également Acoustic, Cloud, Blue Magic, Bombay, Star. Ça, ce sont des variétés vraiment qui ont montré de très très bons résultats lors des derniers essais qu'on a pu faire. Donc, très très bonne résistance aux tâches estivales, mais également à la sécheresse. Alors, pour terminer, je voulais apporter quelques solutions, notamment pour les zones gazonnées où on a très peu d'intrants. Alors, pas forcément pour les greens de golf, mais peut-être pour si je puis dire, les zones où c'est un petit peu plus compliqué, ou si vous gérez voilà, pas mal de zones gazonnées où il y a très peu d'intrants, eh bien, il faut dire que les fétuques élevés, c'est ceux qui présentent le moins de problèmes au niveau des maladies. Ils sont très tolérants à l'ombre également. Pour ce qui est du pâturin des prés, bon, c'est peut-être mieux lorsqu'on a beaucoup plus d'entretien et il faut vraiment choisir le cultivar, hein, la variété, voilà, comme il faut. Il faut vraiment comparer les différentes données et sélectionner les meilleures variétés. Pour ce qui est des fétuques fines, voilà, on sait que c'est important de rappeler que les fétuques rouges gaz, les fétuques ovines et les fétuques rouges traçantes ne sont pas les mêmes. Variétés. C'est bien plutôt hein, pour un entretien assez bas, mais il y a des problèmes de maladie. Et pour terminer, il faut vraiment faire attention à la qualité
évidemment des semis que vous achetez, ça c'est très très important. Et je crois bien que j'en ai terminé. Alors, je vous remercie de votre attention et je vous remercie également de m'avoir donné cette occasion de pouvoir venir présenter mes travaux de recherche. Vous avez sur cette dernière slide mon adresse email, mais également le site internet sur lequel vous pourrez retrouver toutes les données que je vous ai présentées aujourd'hui. Elles sont accessibles. On a plus de 50 000 parcelles ou plants de gazon sur lesquels nous travaillons au fil des années. Et tous les ans, évidemment, nous mettons à jour les données. Alors, c'est peut-être, je réalise que c'est peut-être pas forcément applicable à vos propres conditions, ou du moins avec les variétés qui sont disponibles pour vous en Europe. Mais il y a peut-être voilà, quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous, voilà, qui pourrait du moins vous intéresser aussi à l'avenir. Donc, j'en ai terminé. Je vous laisse maintenant place. Si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Et encore, merci infiniment pour cette invitation. Merci Stacy pour cette présentation. C'est très très intéressant pour nous. J'ai besoin de récupérer quelques questions de la part du public. Sur le popotin. C'est vraiment intéressant de voir la différence, notamment entre les fétuques, notamment pour les fétuques rouge gaz. La différence, elles sont très très importantes. Est-ce que vous pensez que ce sont les principales variétés de fétuques que nous aurons en Europe, ou du moins auxquelles nous devons nous intéresser? Alors, je pense que pour nous, bon, les fétuques rouge gaz, on travaille très dur aussi sur les fétuques ovines notamment. Et je pense que c'est une niche assez intéressante, notamment pour les fétuques ovines, si on arrive à augmenter leur résistance aux taches estives. J'en ai pas beaucoup parlé parce que le vrai problème des fétuques ovines, c'est qu'elles sont très susceptibles aux taches estivales, mais par contre, elles sont bien plus résistantes aux autres maladies et notamment à la chaleur que les fétuques rouge gaz ou même les fétuques élevées. Mais chez les fétuques rouge gaz, on a vu des résultats très intéressants. La performance est pas mal du tout, notamment lorsqu'on est sur des fairways avec très peu d'entretien. Je pense que dans la partie plutôt nord d'Europe, je pense notamment au Danemark, on utilise pas mal de fétuques rouges traçantes, avec notamment de l'agrostide commune. Et ça, c'est assez intéressant aussi. Donc, je pense que les fétuques ovines, les fétuques rouge gaz, ainsi que l'agrostide stolonifère ont vraiment eu des très très bons résultats, ce qui peut être intéressant pour vous, oui. Merci beaucoup, Cécile. Vous avez donné aussi beaucoup d'espoir pour le contrôle de la maladie de l'ARSPOT via la génétique. Est-ce que vous pensez que l'on arrivera à atteindre cet objectif d'ici, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, 15 ans? Vous me parlez des fétuques ou de l'agrostide? Pour les deux. Alors, ce que l'on peut voir au niveau des agrostides, c'est que j'avoue n'avoir jamais vu aucune variété résistante à 100% à la maladie du dollar spot. Généralement, on voit tout simplement que les symptômes arrivent de plus en plus tard. Parfois, on a même un décalage de plusieurs semaines au niveau des symptômes. Et peut-être que vous allez avoir du dollar spot, mais moins de taches, si je puis dire. Par contre, c'est quand même pas 100% résistant. Après, c'est assez difficile par rapport à d'autres maladies de lutter à 100% contre. Ce qu'on voit, c'est que la tolérance à la maladie de l'ARSPOT est stable depuis plusieurs années, mais par contre, on n'a pas réussi encore à obtenir une immunité totale. Donc, je pense que c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui, en fait. Je pense, ou du moins, comme je vous le disais, j'ai pas vu pour l'instant de variété où on a réussi à se débarrasser complètement du dollar spot. On travaille à développer des variétés plus résistantes. Moi, j'ai vraiment envie de travailler sur l'amélioration. C'est mon objectif premier. J'aimerais vraiment qu'on arrive à développer une variété où on atteint presque 0% de maladie dollar spot ou même pas du tout. Mais ça, j'avoue que c'est un très très grand défi pour n'avoir aucun symptôme de la maladie de l'ARSPOT. Après, pour ce qui est des fétuques fines, eh bien, l'endophyte, c'est vraiment ce qui nous apporte ces bienfaits, cet avantage. S'il y a des endophytes, il n'y a pas de maladie de l'ARSPOT. Et s'il n'y a pas d'endophyte, eh bien, on a la maladie de l'ARSPOT. Et ça peut même être ravagé par cette maladie. Donc,
Voilà, on sait que quand on a des endophytes, on a des très très bons résultats contre la maladie Dollar Spot. Donc, on sait hein, que les performances sont là. Le problème pour les fétuques fines, c'est que en fait, les entreprises qui vendent des semis ne sont pas encouragées à, voilà, à intégrer ces endophytes parce qu'en fait, pour mettre l'étiquette comme quoi sur les sachets, hein, comme quoi il y a bien des endophytes, il faut faire des tests qui sont assez fastidieux. Donc en fait, voilà, ils ne font plus l'effort de faire ces tests, donc ils ne mettent plus sur les étiquettes qu'il y a des endophytes. Et on a aussi hein, le problème du stockage, parce que les endophytes, c'est quelque chose qui se détériore avec le temps. Et si c'est pas stocké comme il faut, les endophytes peuvent alors peuvent disparaître, si je puis dire. Donc voilà, ça c'est un petit problème que l'on peut avoir. Après, pour la résistance génétique au niveau des fétuques fines, voilà, ça c'est un processus un petit peu plus lent. Vous savez, on y travaille hein, vraiment, mais c'est vrai que les résultats ne sont pas aussi rapides que sur d'autres variétés, notamment hein, pour la grosse tide. Voilà, ça prendra un petit peu plus de temps. J'ai une question dans le public pour vous. Quelle était la hauteur de tonte pour les fétuques élevés, pour les tests que vous avez fait sur les fétuques élevés? Alors, généralement, si on est vraiment sur du gazon, on est sur une tonte à 2,5 inches. Je suis pas très bonne en conversion. Euh, je dirais peut-être 6 centimètres. Alors, ok, donc disons 6 centimètres. Ça, je pense que c'est la hauteur de la hauteur de tonte normale, si je puis dire pour nous. Mais on peut également avoir des fétuques élevés à une hauteur fairway. Donc, je pense que là, on est à 0,5 inch. C'est sur, voilà, c'est là-dessus. Hein. Ça fait à peu près 1,3 cm. Donc ça, je parle des fairways où on a peu d'entretien. Et voilà. Là, ici, les fétuques rouges gaz n'étaient pas trop mal, un petit peu plus difficile pour les fétuques fines à ce moment-là. Merci. Une autre question. Que pensez-vous du gazon bermudin en Europe? Parce que bon, voilà, avec le changement climatique, hein, on le voit, on a des périodes où il fait de plus en plus chaud. Est-ce que vous pensez que ça va être un vrai problème pour nous d'avoir plus de gazon Bermuda à l'avenir? Est-ce qu'il faut que l'on développe une solution peut-être pour faire en sorte aussi hein, voilà, de lutter contre ce problème de ressources en eau aussi? Alors, effectivement, on a fait, je viens de planter un nouveau, enfin il y a 2 ans, un nouvel essai hein, sur les gazons Bermuda. Donc avec mon équipe, on s'intéressait à ça. On a refait ça cette année d'ailleurs. Et on s'intéresse donc aux graminées de saison chaude et graminées de saison froide parce que nous, dans la zone de transition septentrionale, n'est-ce pas? Et vous êtes on est plus ou moins dans la même région, si je puis dire. Donc on a les graminées de saison chaude et on a également les graminées de saison froide, n'est-ce pas? Donc, moi, je suis convaincue que à l'avenir, on va vraiment devoir s'intéresser aux graminées de saison chaude. Et d'ailleurs, un de mes étudiants cette année a commencé à travailler sur les besoins en eau pour les fairways, notamment en comparant les fétuques et les pâturins des prés. Donc ça, je pense que ce sont des recherches qui vont être très intéressantes hein, pour l'avenir très proche, parce que oui, c'est quelque chose avec lequel on va devoir composer à l'avenir, bien sûr. D'accord, je vois qu'on n'a pas d'autres questions. D'autres questions? Pourquoi? Comment demander quoi? Oui, oui, péricularios, oui. Les conseils. What's about pericularia, gray leaf spots? Alors, qu'en est-il de maladie péricularia, GLS, hein, comme on le disait, quelles seraient les meilleures variétés contre cette maladie, ou du moins les plus résistantes à la maladie? Pour les terrains athlétiques. Alors, pour les terrains athlétiques, vous parlez des fétuques élevées? Je, je- je ne sais pas, je ne sais pas. Oui, c'est ça, sur les fétuques élevées.
Alors, je sais qu'il y a une variété qui est disponible en Europe, hein, pour vous, c'est Regenerate. Et c'est une variété que l'on avait sélectionnée notamment pour améliorer la résistance au piétinement. Donc je pense que ça peut être une variété assez intéressante, sachant également que ça a une bonne résistance aussi, hein, aux taches brunes. Et je pense que c'est pas trop mal pour la péricularia, hein, pour GLS. C'est pas la meilleure variété, mais ça a déjà je veux dire, c'est déjà au-dessus de la moyenne en termes de résistance. Donc je pense que ça peut être une variété assez intéressante pour vous, hein, très clairement. Oui, puis on le voit que l'on a de plus en plus en France, hein. On voit que c'est une maladie, la GLS, un péricularia qui se développe vraiment beaucoup en France. Vous aussi, vous avez des problèmes de GLS? Ah oui, oui, tous les étés, hein, tous les étés sur les terrains de sport, hein, terrains athlétiques. Partout en France, c'est un problème récurrent, hein, que l'on voit de plus en plus. On a aussi on a eu pas mal de soucis, notamment sur les terrains de golf dans le sud de la France. Merci, j'ai plus de questions pour vous, Stacy. Merci infiniment. On était très très fiers de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci infiniment de votre présence. Merci à vous, bonne journée. Merci encore pour l'invitation. Au revoir.